cette première soirée conférence de l'année 2023, du coup avec Marie. Ok, il faut que tu avances un petit peu, je pense qu'on ne voit pas dans la caméra. Parce que c'est pas cadré, je sais pas où je suis. On fait notre maximum, on n'est pas sûr que tout sera ok, mais on va faire notre maximum en tout cas. Le principal, c'est qu'on arrive à diffuser aussi et parler au plus grand nombre. Tout à fait. Allez Marie, bah, je te laisse. Eh ben on y va. Allez, c'est parti mon kiki. Du coup, c'est toi ma cadreuse. Vous la voyez pas, mais elle est juste derrière. Donc elle doit me faire des signes si je suis hors du cadre. Ça marche? Alors, c'est bien parce qu'on est pluripro. Donc on est plusieurs professions à être représentées. On va parler des difficultés alimentaires de l'enfant et des troubles. Je vais vous donner un petit peu les périodes où on est vraiment hors timing pour s'alerter. Souvent, on s'alerte trop tard parce qu'en fait, tout va se jouer dans la première année. Venez, rentrez. Non, on vient de commencer. J'aurais bien fait un melting pot de qui est qui. Bah ouais. Ouais. Ok. Qui est ergo? Oh punaise, on avait tant que ça, pourtant j'avais pas d'ergothérapeute ce soir. Hein. J'avais dit que je voulais plus les voir. Ah non, on n'en peut plus à longueur de journée les ergots, non. Qui est ortho? Ah. Bravo! Qui est ostéopathe? Bravo! Qui est psychomotricien ou sienne? Hey. Étudiante, non? Oui. Hey. Qui est kinésithérapeute? Pardon, pas tout, pardon. Attends, qui est infirmière? Un peu mieux. Puéricultrice, un peu plus. Ok. Ouais, infirmière puéricultrice. Sage-femme. Consultante en lactation. C'est une grosse motivation. Attends, parce qu'il me manque des choses là du coup. Ah, ça, je suis en train de Diète. Psychologue. Non, mais qui me manque. Bah, il y avait beaucoup d'ergots quand même. Des parents aussi, peut-être. Bah, moi, je suis éducatrice. Éducatrice, pardon. Est-ce qu'on a oublié d'autres personnes peut-être? Accompagnante périnatale. Bah, dans les... Ok. Ça peut être 2 fois, hein. Oui, vous pouvez lever plusieurs fois la main si vous avez plusieurs casquettes. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Alors moi, je rajouterais, je suis en plus naturopathe. Merci. Et ben J'ai voilà. oublié, effectivement. Ok, super. C'est toujours bon pour toi, la cadreuse? Ça a l'air d'être tout bon. Alors, on va revenir si ça marche pas. T'as allumé? Bon. Moi, je vais me présenter rapidement. Je suis ergothérapeute depuis 2005, un petit peu trop longtemps. J'ai commencé dans un CESAT pour enfants polyhandicapés et on connaît bien les ergothérapeutes par le volet de l'environnement, c'est-à-dire l'adaptation. Okay, il faut savoir que c'est une petite partie de notre décret, notre champ de compétences, et que du coup, on a une autre partie qui est bien plus connue en Amérique du Nord. Donc j'ai eu du mal à trouver des sources au début et je me suis vite tournée vers l'Amérique du Nord parce que quand j'ai travaillé 3 ans et demi à l'hôpital Robert Debré en consultation avec Véronique Leblanc, on s'est vite rendu compte que bien évidemment il y avait des enfants qui avaient des troubles de digestion et des maladies métaboliques qui étaient impactées par les difficultés et les troubles de l'alimentation, mais on a eu des consultations d'enfants sans, je dirais étiquette, on va dire ça, mais sans diagnostic, qui présentaient des troubles de l'alimentation. Moi, à la base, j'avais eu une formation de Catherine Senez, donc qui était assez au niveau tourné de l'oralité, intrabuccale, et donc, je l'ai fait il y a longtemps, hein, donc elle a peut-être changé sa formation là, mais en fait, ce qui était, c'est que je me suis rendu compte qu'on pouvait aller dans la bouche de certains enfants, et pour autant, ils avaient un panel alimentaire très restreint, et des difficultés alimentaires importantes. J'ai eu la chance de pouvoir aller me former au Canada dans les cliniques de dysphagie des ergothérapeutes et me rendre compte qu'on faisait le même métier, moi à la française, un peu de façon intuitive, et eux de façon beaucoup plus protocolaire à l'Amérique du Nord, quoi, avec des données, des études. Donc je me suis dit, ok, lance-toi, tu fais la même chose. Donc je suis formatrice depuis 2017 pour les ergothérapeutes, mais aussi j'interviens dans les crèches, dans les structures, et en pluripro, afin de parler des difficultés alimentaires et afin de mettre en avant notre rôle à tous dans les difficultés alimentaires et les troubles de l'alimentation. Je travaille en cabinet, je reçois les bébés et les jeunes enfants, j'ai des consultations nouveau-nés et nourrissons autour de l'occupation des bébés. On sait que l'occupation des bébés, le sommeil, l'alimentation sont 2 plaintes occupationnelles qui sont assez récurrentes en fait chez les parents, les nouveaux parents. La
je vais être consultante en lactation aussi, avec la volonté de ne pas forcément certifier. Mais c'est mon projet de septembre 2003. On plus à 10 ans. Et on n'est plus à 10 ans près, j'ai envie de te dire, moi j'ai 30 piges. Donc 2023. Et donc j'intégrerai certainement une maison des 1000 jours pour parler de l'allaitement et l'occupation de l'alimentation. C'est une plainte qui est récurrente chez les parents des difficultés alimentaires, et on va le voir au niveau de la prévalence, c'est quand même quelque chose d'assez important qu'on ne peut pas négliger et qui doit être pris en priorité dans les structures de soins, alors que je trouve que c'est quand même mis des fois avant certaines choses, alors que c'est une prise en soin qui doit être primaire. Les transitions alimentaires. Les transitions alimentaires, tout va se faire entre 0 et 1 an. D'accord ? Donc l'enfant, à 1 an, on estime qu'il est capable d'avoir une alimentation comme nous, un peu découpée plus finement, mais en gros, on n'a plus de compensation à faire. D'accord ? J'ai pas à rajouter de la purée, j'ai pas à mixer. Bien souvent, on fait peut-être un amalgame entre texture grumeleuse, purée, morceau fondant, et effectivement un passage au morceau, une alimentation qu'on appelle de table. Donc c'est très tôt, hein. Ça veut dire que la période sensible, je l'appelle un peu la lune de miel alimentaire, c'est 6-12 mois. Donc l'enfant entre 6 et 12 mois, c'est la période où il va mettre tout en bouche, ce qui se mange et ce qui ne se mange pas. De façon souvent des fois indifférenciée. D'où on se retrouve avec des enfants qui peuvent se mettre en manger avec des petits morceaux, des choses comme ça. Les transitions alimentaires, c'est des périodes sensibles. C'est des périodes de fléchissement alimentaire où l'enfant va avoir des difficultés à faire les transitions. La première période sensible, c'est de passer d'une alimentation placentaire à une alimentation lactée au sein ou au biberon. Dès lors, on peut avoir des fléchissements alimentaires, donc un enfant qui n'arriverait pas à téter, malgré qu'il a le réflexe de succion pour soutenir sa succion. Donc c'est un non-sens de parler d'une anorexie mentale du nourrisson, puisque de la même façon que quand je stimule la paume de la main, j'ai un grasping, quand je stimule la succion, je vais avoir une réponse en succion. Donc le bébé, en fait, ne va pas ne pas vouloir téter. D'accord ? Donc d'un côté, quand on n'a pas de grasping, on va se dire, tiens, je vais peut-être faire un tour en neuro pour voir ce qui se passe. Et quand on n'a pas de succion, on dit à la maman qu'elle est trop stressée ou c'est un problème psychologique. On est sur 2 réflexes instinctifs qui devraient amener la même réponse s'ils ne sont pas présents. D'accord ? Ce qui n'est pas tout le temps le cas. Ensuite, dans la succion, vous allez avoir la période de succion réflexe qui va en fait ensuite faire place à une succion volontaire. Donc dans la littérature, on a de 2 à 5 mois, ça varie. Mais ce qui veut dire que là, on peut aussi avoir un fléchissement alimentaire. Ce qui est drôle, c'est que c'est pas vraiment drôle. Mais ce qui est interpellant, c'est que ce fléchissement alimentaire, il va intervenir au moment entre 2 mois et demi, 3 mois, où l'enfant, souvent, il part en garde. D'accord ? C'est parce qu'on a un congé de maths assez réduit en France. Et on va dire, bah oui, mais c'est parce qu'il quitte maman, c'est parce que, etc., etc. Donc on va encore mettre ce problème de succion et le fait que le bébé tète moins bien sur un problème d'attachement, de trop d'attachement. Je ne sais pas si ça existe, le trop d'attachement, mais en tout cas, un attachement qui va être mis en exergue par rapport à cette difficulté. Or, quand la succion réflexe disparaît, et bien effectivement, le bébé va avoir plus de mal à téter, parce que en fait, la succion réflexe est venue masquer des fois des difficultés qui étaient déjà présentes. Okay ? Donc regardez les fléchissements alimentaires et on va regarder cette période pour objectiver si effectivement l'enfant était en difficulté à ce moment-là. Ensuite, on a des enfants qui sont en difficulté pour switcher effectivement du sein au biberon ou à un autre outil qui peut nous montrer un petit fléchissement dans l'habituation sensorielle. D'accord ? C'est-à-dire que le bébé a la capacité de switcher d'une succion au sein à une succion sur un outil, d'accord ? Et que ce qu'on a pu mettre en avant dans une des études que j'avais lues, effectivement, c'est qu'il faisait bien la différence et surtout, il pouvait s'adapter. Certains bébés qui ont des difficultés peuvent avoir du mal à s'adapter, soit ne pas réussir à s'adapter, soit, effectivement, ça va un peu les perturber.
et ils vont aller sur l'outil qui va être le plus simple pour eux, d'accord, ce qu'on appelle la confusion oxysynthétine, qui est plutôt une préférence en termes de capacité sensorimotrice de l'enfant. Ensuite, à 4 mois révolus ou 6 mois, alors, il y a des guéguerres, l'OMS recommande un allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Mais encore une fois, c'est l'observation de l'enfant qui prime. C'est-à-dire que si ton bébé, tu te rends compte qu'il a besoin d'explorer, eh bien, tu peux lui proposer une exploration en purée, en autonomie ou pas, comme tu as envie, avant les 6 mois. D'accord ? Son système digestif est mature à 4 mois révolus. Et après, c'est en fonction de ce dont il nous montre dans l'observation. À partir de 6 mois, l'enfant ne tient pas forcément assis à 6 mois. D'accord ? Et le passage au morceau devrait ne pas être mis en avant que sur la tenue assise. D'accord ? Il y a plein d'autres compétences. Déjà, la tenue assise, comment elle dure, combien de temps elle dure. Est-ce que l'enfant arrive à utiliser ses mains? D'accord? Est-ce qu'il arrive à attraper? Ou est-ce qu'il met 15 plombes à essayer d'attraper le bâtonnet de carotte que je lui ai mis devant? Donc il crame toute son énergie pour un bâtonnet de carotte. Donc on va aller au-delà de la tenue assise pour le passage au morceau. En tout cas, les études mettent en avant quand même que 9 mois, c'est quand même un âge charnière. Ça se dit ça? Ouais. Alors j'invente beaucoup de mots, souvent. Je pense que je vais faire un dico de mes inventions. Bref, 9 mois, c'est vraiment un âge où il se passe plein de choses. Le nauséeux sensitif est censé être vraiment postérieur pour permettre le passage au morceau. L'appréhension fine est présente. La latéralisation de la langue également. Donc c'est un âge qui amène un passage au morceau. Et d'ailleurs, dans les études qu'on a aussi, ils nous disent qu'à 9 mois, il faut y aller sur les morceaux et qu'on serait dans une meilleure acceptation des fruits et légumes. D'accord ? Mettre trop tôt l'enfant sur les morceaux, ça peut être le mettre en difficulté. D'accord ? Donc c'est vraiment l'observation de l'enfant qui doit être le maître mot un petit peu du passage au morceau. À 1 an, c'est ce que je vous disais, souvent quand mes patients vont me dire, bah si à 1 an ils mangeaient des morceaux, j'essaie de reformuler et de leur dire, ok, donc ça veut dire qu'à 1 an, vous faisiez à manger, vous lui mettiez à manger dans l'assiette et vous pouvez lui donner comme ça. Ah bah non, fallait que je... Donc à partir du moment où on doit transformer un petit peu à 1 an, c'est que l'enfant, ça peut être un petit peu plus compliqué pour lui. À 2 ans, on estime que l'enfant, il a les mêmes mouvements au niveau oromoteur que nous, sauf que c'est pas encore automatisé et dans une maturation qui va encore prendre du temps, puisqu'on l'aura entre 4 et 6 ans. D'accord ? Donc ça veut dire qu'elle sera encore coûteuse pour lui, jusqu'à 4-6 ans. Et je rappelle que la manipulation des outils, on a une performance optimale entre 6 et 8 ans. D'accord ? Donc notre enfant a besoin d'aide longtemps pour manger. D'accord ? À 18 piges, il mangera tout seul avec ses potes au resto. Donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Ce qui veut dire que cette transition alimentaire, c'est une priorité dans le développement de l'enfant. Et c'est pas à mettre à distance, d'accord, en disant je travaille plutôt ça. Non, ça c'est la première chose à travailler parce que notamment, ce qu'on sait, ce sont quand même des marqueurs précoces de difficultés. Si vous reprenez nos enfants extraordinaires qui ont des difficultés de développement, on a quand même des fléchissements qui sont identifiables assez rapidement entre 0 et 1 an. Alors, je vous présente les petits animaux. Je trouve toujours que c'est intéressant de pas forcément d'aller sur un âge, mais sur des compétences, pour transmettre justement des informations aux parents et les aider à se repérer. Okay ? Puisqu'il y a des enfants à 6 mois, ils vont faire ça, et puis il y a d'autres qui vont mettre 6 mois et 3 semaines, etc. etc. J'ai essayé en m'appuyant sur la littérature, en m'appuyant sur les données qu'on a actuelles, me dire qu'on va faire 4 phases. La phase du serpent, la phase du lézard, la phase du croco et la phase de la vache. La phase du serpent, ça correspond à peu près à l'enfant entre 4 et 6 mois, qui va avoir une déglutition très antérieure et va plutôt pousser avec sa langue et ressortir. Donc des fois les parents vous disent il ressort la purée. D'accord ? Dans cette phase-là, le nauséeux sensitif, parce que je vous rappelle qu'il y a 7 nauséeux différents, d'accord ? Donc il n'y en a pas qu'un, et les nauséeux vont nous permettre de faire des diagnostics différentiels entre travailler l'habituation intrabuccale tactile ou travailler, par exemple, le fait que l'enfant mâche mieux son bolus alimentaire, puisqu'on est censé avaler de la purée. D'accord ? On n'est pas censé avaler des morceaux.
Donc, l'enfant, en fait, au stade du serpent, ne se déplace pas encore. Il peut faire le main-bouche, il peut attraper quelque chose, mais si je viens lui donner en contact, d'accord, il n'a pas de relâchement volontaire. Ça veut dire qu'il ne va pas relâcher volontairement ce qu'il a en main, sauf si je lui propose autre chose. D'où l'astuce des 3 cuillères qui marche plutôt bien. Une dans chaque main, quand je lui propose une autre cuillère, en fait, l'enfant va lâcher pour venir chercher l'autre. L'appréhension est très globale, avec un pouce qui va avoir tendance à rester, donc on va dire un petit peu en râteau. Et donc, à ce stade-là, on va proposer des purées mixées, lisses, fines. Le problème de ce stade-là, c'est que souvent, on a des cuillères qui sont trop profondes, trop larges, et qui va faire que l'enfant, en fait, va ne pas développer de bonnes capacités. Par exemple, une cuillère qui ne rentre pas dans la bouche. D'accord ? La cuillère de bébé doit rentrer dans sa bouche, doit se poser sur la langue. Ça doit entraîner la fermeture des lèvres, ça doit entraîner le recul de la langue, l'élévation de la langue et la déglutition. D'accord ? Ce qui va lui apprendre à passer d'une déglutition antérieure à une déglutition postérieure. Bien souvent, dans les magasins de puriculture, on a quand même des outils qui ne sont pas complètement adaptés. Je pense notamment aux cuillères un peu flexibles, qui vont aider certains enfants très sensibles parce qu'on est sur la même texture, mais qui sont un peu larges et qui vont amener beaucoup d'éléments et de purée dans la bouche du bébé, avec une cuillère qui ne rentre pas forcément dans la bouche et qui va accompagner une déglutition antérieure au lieu de l'aider à passer sur une déglutition postérieure. Parce qu'à partir de 6 mois, on va être plutôt dans le stade du lézard. Le lézard qui va, du coup, on a le bébé qui va ouvrir et fermer sa bouche. La langue qui va rester plus dans la cavité buccale. D'accord ? Une langue qui va rester plus encore associée à sa mâchoire et donc qui va venir écraser, d'accord, les aliments. Cet écrasement est réflexe, c'est aussi un réflexe qui va ensuite se corticaliser pour devenir de la mastication. On peut effectivement commencer à graduer les textures. On recommande à partir de 6 mois de faire des textures un peu plus épaisses, avec soit granuleuses, donc des morceaux qui vont être assez homogènes, comme de la semoule, comme du riz, soit grumeleuses, où les morceaux vont être un peu moins homogènes et qui peuvent être de différentes tailles et de différentes textures. Plus j'ai des différentes tailles, plus j'ai des différentes textures, plus c'est complexe en bouche. Ce n'est pas un problème si l'enfant ne mange jamais de texture grumeleuse, en tout cas pas tout de suite. Je vous rappelle quand même que le nauséeux sensitif va vraiment reculer à 9 mois, donc entre 6 et 9 mois, ça peut être compliqué pour l'enfant et devenir moins compliqué après, sans que ce soit problématique. À ce stade, si le bébé tient assis et qu'il ne galère pas à 15 ans à attraper un truc, on peut lui proposer des morceaux mous, mais qui va être adapté à la préhension. D'accord ? Donc en gros, le bébé commence à avoir le pouce qui va sortir, mais il attrape encore avec toute sa main. Le problème de bébé aussi, c'est qu'il ne régule pas bien la force. D'accord ? C'est soit à fond, soit pas à fond, mais il n'y a pas de demi-course et il n'y a pas trop de régulation au début. Donc ça veut dire que si ta carotte, ton bâtonnet de carotte, il est trop fin, pas assez, enfin trop cuit, en gros il va avoir de la purée de carotte, et je vous rappelle qu'il n'a pas le relâchement volontaire, donc en fait il a très faim, il a un truc de coincé dans la main, et ça peut être hyper frustrant et hyper énervant pour un bébé d'essayer de manger. Donc ça va être important aussi, le développement alimentaire est en lien avec le développement global de l'enfant, le développement de la motricité fine, et tout ça va ensemble. D'accord ? Donc ça veut dire que quand on observe un bébé dans cette transition alimentaire, il faut, moi souvent je dis regarde, je vais regarder comment tu te déplaces, je te dirai comment tu manges. D'accord ? Comment tu te déplaces, comment tu attrapes, ça permettra en fait d'adapter mon observation après aux indications que je vais donner aux parents. Et l'idée c'est de pouvoir donner aussi cette compétence parentale. D'accord ? Que ça ne reste pas chez nous les soignants. D'accord ? C'est des compétences que chaque parent devrait avoir. Le stade du croco, donc c'est notre 9 mois. D'accord ? 9 mois, c'est vraiment des compétences qui vont se développer chez le bébé. L'appréhension fine, d'accord ? Il va attraper tous les petits trucs. Et donc d'ailleurs, c'est important aussi d'expliquer aux parents qu'à partir de 9 mois, l'enfant, il en a peut-être marre des gros morceaux. Des belles assiettes en bambou, des ME avec des super morceaux. Non, il veut des petites choses. D'accord ? Il veut travailler sa motricité fine, c'est un nouveau truc de dingue. Donc il veut y aller. Donc des fois, rien que lui proposer des petits morceaux au lieu de sa belle cracotte de pain de fleurs avec un mousse de betterave, et lui faire des petits morceaux de cracotte, va faire que le repas va mieux se passer. Ensuite, la langue se latéralise, donc ça veut dire qu'il va pouvoir amener sur le côté, et ça c'est une compétence qui va de pair aussi avec le croisement de la ligne médiane. D'accord ? Donc quand on observe ça chez le bébé, on se dit ok, je peux aller sur les petits morceaux, je peux lui en donner, il va écraser.
La langue, elle n'est pas encore capable de faire des mouvements hyper dissociés et d'aller d'un côté et de l'autre. Elle va quand même encore apprendre, d'accord? Et on apprend à mâcher en mastiquant, et on apprend à avoir un panel alimentaire varié en ayant une exposition de textures et de morceaux différentes, d'accord? Si je propose toujours la même texture à mon enfant, je ne vais pas avoir de compétences qui vont vraiment se développer, d'accord? Donc il faut vraiment lui ouvrir le panel alimentaire un maximum, et je vous rappelle, on est toujours entre 6 et 12 mois. Et donc le croco va nous permettre d'amener des morceaux plus petits, et donc des textures de plus en plus difficiles, d'accord? Un petit morceau de cacahuète, ce n'est pas dangereux. Une cacahuète entière, c'est dangereux. Okay? Donc on va adapter aussi en fonction de ça. Et à 12 mois, on voit arriver la mastication unilatérale alternée. Je l'ai représentée par la vache, puisque du coup l'enfant va avoir les morceaux qui vont aller de chaque côté et une insalivation qui sera plus importante. L'enfant devient de plus en plus habile avec ses mains, d'accord? Ils sont encore en apprentissage, mais il va être de plus en plus intéressé par les outils, pour faire comme nous, d'accord? Donc il va aller essayer de choper nos outils à nous. L'enfant, il apprend formidablement au miroir, d'accord? On est son miroir, on est son modèle. Et souvent les mamans, des fois elles m'envoient les vidéos et puis elles font semblant de manger, du coup le bébé fait semblant de manger, d'accord? Je leur dis souvent, si vous voulez les faire manger, mangez devant, mais mangez vraiment. Parce que si je fais nam 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 nam, bah bébé il va faire miam 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 miam, d'accord? Mais je ne vais pas jusqu'au mot de limite. Donc cette mastication rotatoire va lui permettre d'avoir justement à 12 mois ce panel alimentaire varié et cette alimentation de table. Donc, tout ça se fait si bien sûr, d'accord? Si on commence les morceaux qu'à 12 mois, on ne va pas attendre les mêmes compétences de l'enfant que s'il a commencé à 8 mois, 9 mois, d'accord? Alors, les chemins alimentaires, il y a plusieurs méthodes. Mais en fait, la méthode, elle est mauvaise si elle est restrictive. La méthode, elle est bonne si elle est inclusive. Si ça veut dire que je vais observer mon bébé et je vais me dire, ok, il en est là, il a envie de ça, donc je vais donner ça. Ok? À l'heure actuelle, clairement, il n'y a pas de meilleure méthode pour diversifier le bébé. C'est-à-dire que la DME actuellement n'a pas mis en avant que ça améliorait la sensation de faim, de satiété, que ça améliorait la prise alimentaire. Il n'y a pas été mis en avant non plus que ça entraînait plus de fausses routes et d'étouffement. Donc ça veut dire que c'est l'enfant qui va nous guider, d'accord? Et au lieu de demander aux parents d'appliquer une méthode, leur donner l'information sur le développement leur permettrait de s'adapter en fait à leur enfant. Par exemple, il y a des enfants où les parents vont vous dire bah, moi de toute façon je voulais faire la DME et puis impossible parce qu'il veut les purées. Ou à contrario, moi c'était hors de question de faire la DME et il veut que des morceaux. Donc c'est pas lui qui décide, le parent, d'accord? Il a beau avoir acheté tous les bouquins sur le truc, c'est bébé qui va être décisionnaire un petit peu de comment il part. Et puis, il y a ces fléchissements alimentaires qui vont rythmer le développement de l'enfant. Le premier fléchissement qu'on va avoir, c'est à 12 mois. D'accord? L'enfant rentre dans une verticalité, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau monde qui s'ouvre à lui, le monde en hauteur. Et il a clairement plus trop envie de rester sur sa chaise haute. D'accord? 5 minutes, 10 minutes, c'est ok. Mais après, franchement, j'ai un monde à découvrir. Hein. Donc, ta chaise haute, je la connais. Donc, les parents peuvent un petit peu être perturbés à se dire, bah tiens, cet enfant qui passait du temps à explorer, qui était intéressé, tout ce qu'il veut, c'est aller se balader. D'accord? Donc, premier fléchissement alimentaire, où du coup, on va non pas attacher l'enfant sur sa chaise, mais lui permettre de bouger de façon sécuritaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas courir avec un aliment dans la bouche, mais par exemple, on peut manger sur une tour Montessori. D'accord? Et puis, on peut aussi donner des petits temps de repas. Le temps de repas, c'est 20 minutes max. Okay? Si l'enfant ne prend pas la quantité requise, alors je mets les guillemets, parce que quelle est la quantité requise, mais si on voit que l'enfant n'arrive pas à manger à sa faim sur 20 minutes max, notamment nos enfants qui ont des difficultés alimentaires, il vaut mieux fractionner les repas. D'accord? Donc on va partir sur le fractionnement, et on va lui dire, bah ok, tu y arrives bien pendant 5-10 minutes, on va rester 5-10 minutes, et 2 heures après, je te repropose quelque chose. Donc ça veut dire que je peux manger ma purée sur 5-10 minutes, et après finir mon yaourt, mon petit fromage, les 5-10 minutes, 2 heures derrière. Ce n'est pas du grignotage, c'est du fractionnement
qui permet de s'adapter aux compétences du bébé et ne pas mettre des émotions négatives sur le repas. D'accord ? Tout ce qu'on apprend doit être fait avec des émotions positives. Sinon, on n'a pas envie de les refaire. Si le repas, c'est des douleurs, si le repas, c'est de la lenteur, si le repas, c'est de la fatigue, si le repas, c'est du stress pour le bébé et pour la maman, eh ben, le bébé va juste faire en sorte de ne pas se mettre au repas, de ne pas venir au repas, de s'endormir au repas. On voit des bébés qui s'endorment pour éviter justement ce moment-là. Donc, pas le meilleur chemin, mais plutôt dire aux parents qu'il y a différents chemins qui sont possibles. Pareil, je ne sais pas si vous avez déjà observé, mais en crèche, c'est très intéressant de les observer manger. Un coup, il va vouloir manger tout seul. L'autre coup, il va prendre ta main pour mettre dans le yaourt et lui donner. Troisième coup, il pousse ta main, il veut tremper son pain ou son haricot vert. Le bébé, en fait, il va osciller entre aide, non, moi tout seul, ah si je t'aide, ah non, moi tout seul, ou tiens, l'haricot c'est sympa, moi avec l'haricot, les doigts c'est formidable. Donc l'enfant, en fait, il n'y a pas de il mange tout seul ou il mange pas tout seul, c'est pas binaire, d'accord ? L'enfant a besoin d'aide à des moments donnés, et nous, dans l'observation parentale, en fait, on va amener les parents à dire, bah, là, ok, il a envie d'aide, là, il a carrément pas envie d'aide, mais on va pas non plus partir du consensus que l'enfant doit manger tout seul son repas. D'accord, non. On va l'aider, c'est comme un enfant qui commence à marcher, je vais pas lui dire, oh là là, t'as fait 10 pas mon gars, je te porte plus, hein. D'accord ? Il y a des moments donnés où il va falloir l'aider aussi et le porter. Donc de la même façon, à l'alimentation, on va le porter aussi. De la difficulté au trouble. Alors, on a donc ces fléchissements alimentaires, donc j'avais commencé, je suis partie un petit peu en digression, tout ça. On a aussi bien sûr le 18-24 mois, qui est la fameuse néophobie alimentaire, d'accord, où l'enfant va du coup se mettre à refuser certains aliments qu'il mangeait déjà. Je regarde là parce que j'ai aucune notion de ce que je fais. C'est bon. Donc il va se mettre à refuser certains aliments qu'il mangeait déjà, mais c'est une phase aussi normale dans le développement. Et là, l'attitude parentale, donc le soutien parental va être énorme à ce moment-là, puisqu'en gros, il va falloir garder le repas plaisir d'un côté, et l'habituation de l'autre. Il y a un mécanisme neurosensoriel qui s'appelle l'habituation et la sensibilisation. Et on est toujours en train de varier entre les deux. D'accord ? Et en fait, c'est une question de survie. S'il y a quelque chose qui nous agresse, je dois être réactive et me mettre soit en fuite, soit je me fige, soit je combats. Et pour que quelque chose soit du coup acquis et que je réagisse plus, il faut que je m'habitue tranquillement à ça. C'est un peu l'histoire de nos masques aussi, où on a eu du mal au début à les supporter, puis tout à coup le cerveau, au bout d'un moment, il a dit ok, c'est pas dangereux, arrête de combattre, c'est ok, d'accord ? Et quand on les enlève, on est de nouveau des fois besoin de se réhabituer un petit peu. Alors un petit peu moins, mais le cerveau doit quand même refaire un effort. Donc si je donne à un enfant que ce qu'il a l'habitude de manger et je fais une éviction totale, alors attention, je n'ai pas dit que si je fais manger à l'enfant, d'accord ? Mais l'habituation, ça passe par le visuel, ça passe par l'odorat, ça passe par le tactile. C'est l'idée que l'enfant soit dans un bain de découverte d'aliments variés et pas forcément dans des aliments qu'il n'accepte que de manger. D'accord ? Par contre, aucune pression. Le goûte au moins devrait se transformer en goûte au plus. Goûter, c'est la finalité. D'accord ? Donc, goûte au moins si tu veux savoir. Je suis désolée, moi, un scorpion grillé devant moi, non, pas goûte au moins, quoi. Regarde au moins, ou regarde très loin, mais j'ai absolument pas envie de le goûter. D'accord ? Donc, il faut vraiment se dire que l'enfant, il va avoir besoin de 20 à 30 étapes de découverte sensorimotrice avant, des fois, d'accepter de mettre l'aliment et de le manger. Ce qu'on a pu lire aussi dans les études, c'est que des parents qui étaient en difficulté au niveau alimentaire, qui étaient stressés, parce que les difficultés alimentaires ne sont pas causées par le stress parental. Par contre, les difficultés alimentaires causent du stress parental. Et on ne doit pas laisser les parents tout seuls. D'accord ? Les parents doivent être soutenus. Et ce qu'on sait, c'est que plus les parents seront seuls face aux difficultés alimentaires, plus on peut cristalliser la difficulté en trouble de l'alimentation. D'accord ? Donc il faut une intervention précoce, il faut un soutien, il faut une écoute, il faut savoir quelle est la plainte occupationnelle au moment du repas. Alors ça c'est réservé au occupationnel, hein, mais la plainte en fait que les parents vont ressortir au moment du repas, afin qu'on puisse vraiment répondre en fait à leurs difficultés. D'accord ? Et le trouble de l'alimentation en pédiatrie. Alors, on entend beaucoup de troubles de l'oralité alimentaire,
qui n'est pas la bonne nosographie. D'accord ? L'oralité, c'est un terme qui n'existe qu'en France. D'accord ? Il n'y a pas de traduction à l'américaine. Du coup, chacun y va de sa petite nosographie, de ses petits critères. Les critères deviennent des signes d'appel, les signes d'appel deviennent des critères. Et ce qui est embêtant, c'est pas tant la nosographie. C'est que du coup, ça peut déclencher une errance au niveau de la prise en soin. Par exemple, dans certaines nosographies, on va dire, dans ce diagnostic-là, s'il n'y a pas d'hypernoséeux sensitif, il n'y a pas de trouble de l'alimentation. Je suis désolée, dans le trouble de l'alimentation, il n'y a pas tout le temps d'hypernoséeux. D'accord ? On peut aussi des fois lire ou entendre que si l'enfant a une bonne courbe de poids, il n'y a pas de trouble de l'alimentation. Ce qui est faux. On a des enfants qui sont dans leur courbe de poids, voire des fois au-dessus. Je pense à nos enfants extraordinaires autistes, ils sont aussi. On peut aussi avoir des fois, on va dire, il mange, donc du coup, il n'a pas de trouble de l'alimentation. Mais attention, il mange certaines textures, certaines marques, certaines choses et pas d'autres, qui va du coup marquer le trouble de l'alimentation aussi. Donc, le problème, c'est pas la guéguerre de nosographie. Le problème, c'est que du coup, si ces enfants vont voir un professionnel qui n'a pas une nosographie à l'international, et bien du coup, ça va être non, c'est pas un trouble de l'alimentation, enfin de l'oralité ou ce que vous voulez, et donc du coup, ça repart de professionnel en professionnel, puis on se retrouve avec un enfant à 7 ans qui arrive et qui mange toujours des purées. D'accord ? Et alors, quelque chose qui n'est pas rassurant, et je le dis aussi pour Insta, parce que là on est en live et que tout le monde peut écouter, c'est que plus on intervient tard, plus des fois en fait ça va être proportionnel. Donc ça veut dire que si j'interviens entre 0 et 2 ans, le soin peut en découler et être assez rapide. Si j'ai un enfant de 7 ans qui a des difficultés alimentaires, qui ne mange pas de morceaux et qui mange que des purées, dans certains écrits, on peut dire que c'est un versement proportionnel à l'âge de la thérapie. Donc vous imaginez que ça va mettre longtemps. Donc on doit en faire une priorité de prise en soin, puisque ça se développe dans la première année. Donc voyons voir ce que c'est un TAP. Bonne transition, je ne me suis pas loupée. C'était le moment. Donc, Godet en 2019, donc c'est pas très vieux, mais ça commence quand même, a défini un diagnostic qui s'appelle le Pediatric Feeding Disorder, trouble de l'alimentation en pédiatrie, et il a identifié des critères diagnostiques précis. Le premier critère est un critère inclusif, donc un trouble de l'alimentation en pédiatrie. C'est une perturbation de la prise orale alimentaire par rapport à l'âge réel de l'enfant, durant plus de 2 semaines, associé à un des éléments suivants. Alors, ce qui est intéressant dans cette première phrase, c'est de se dire que donc, la prise alimentaire orale va être perturbée pendant 2 semaines. Alors, vous allez me dire, 2 semaines, c'est hyper rapide. Je vous rappelle qu'on est entre 6 mois et 2 ans, et 1 an. Donc, oui, c'est rapide, en fait. Mais parce qu'en fait, on n'a pas 10 ans. Donc, ça veut dire qu'effectivement. Alors, on me dit, mais c'est vachement anxiogène. Oui, c'est anxiogène. Mais quand j'ai appris à me palper le sein, c'était aussi anxiogène, en fait. Et c'est anxiogène à chaque fois que je palpe, parce que j'ai pas envie de trouver quelque chose qui me ferait peur. D'accord ? Donc la prévention est anxiogène. Mais la prévention est indispensable à la prise en soin. D'accord ? Donc, alors après, il faut que ce soit associé à un des éléments suivants. Ok ? Une dysfonction médicale. Donc un enfant qui aurait une détresse cardio-respiratoire pendant qu'il mange. Ok ? Ou un enfant qui ferait des fausses routes. Donc ça veut dire qu'il a un décalage de prise alimentaire par rapport à son âge réel, ça dure plus de 2 semaines, et en plus, il a des détresses cardio-respiratoires ou des fausses routes. Ensuite, ça peut être un trouble nutritionnel. Donc on a dénutrition, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a carence nutritionnelle, en lien avec un panel alimentaire réduit. Parce qu'on a des enfants qui pourraient développer des maladies comme par exemple le scorbut, parce qu'ils ne mangent pas de fruits et légumes depuis des années. D'accord ? Si ça fait 10 ans, 12 ans que je ne mange pas de fruits et légumes, quelle est la conséquence sur les nutriments que je peux avoir ? Et manger des purées ou manger des compotes, c'est pas la même chose que manger des fruits et légumes en morceaux non plus. D'accord ? C'est pas les mêmes apports. Donc la carence nutritionnelle, elle est intéressante à évaluer. Ensuite, on a aussi la nécessité d'une nutrition artificielle ou de compléments alimentaires.
D'accord, ça c'est hyper intéressant aussi, parce que les compléments alimentaires, des fois on a des enfants qui viennent avec, vous savez, des hyperprotéinés, des choses comme ça, et qui vont dire non, non, il n'y a pas de trouble de l'alimentation, quoi. On est quand même obligé de supplémenter, donc ça veut dire qu'il n'arrive pas à se nourrir par voie orale pour grandir et grossir. Ensuite, les difficultés de mise en place des compétences alimentaires, donc ça vous vous rappelez ma petite flèche. D'accord, donc c'est vraiment en lien du développement des transitions alimentaires. Donc on a un enfant qui n'arrive pas à modifier ses textures, qui reste dans l'alimentation lactée pendant 14 mois, 18 mois. D'accord. Alors bien sûr qu'il y aura toujours un cas où on me dira mais moi mon enfant ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Oui, mais les études nous disent quand même qu'il faut que le développement alimentaire, notamment en morceaux, se fasse à 9 mois max. D'accord. Adaptation des postures et des outils. Donc des parents qui ont dû adapter la façon dont ils donnaient le lait ou la façon dont ils donnaient la purée. La mise en place de stratégies alimentaires. Devoir manger avec des jeux, des écrans, d'accord. Et c'est pas facile de dire ça quand on est parent. Donc nous, on doit avoir un accueil qui est hyper bienveillant, non jugeant, d'accord. Parce que si ils en sont arrivés à mettre en place des distractions, c'est qu'ils n'ont pas été écoutés. C'est qu'ils n'ont pas été entendus. C'est qu'on n'a pas réussi à leur donner une réponse. Donc ils ont fait comme ils pouvaient. D'accord. Donc c'est à nous d'être bienveillants et non jugeants pour accueillir tout ce qu'ils ont dû subir parce que nous, on n'a pas été à leur hauteur, les professionnels de santé. Des dysfonctions psychosociales, les comportements d'évitement au moment du repas, un enfant qui se met en colère, un bébé qui s'endort systématiquement au moment du repas, des fois on nous le relate, hein. Je le mets au sein et puis il dort systématiquement. D'accord. Alors attention, je n'ai pas dit que tous les bébés qui s'endorment au sein ont un trouble de l'alimentation. Hein. D'accord. Pas de corrélation comme ça. L'incapacité de donner les besoins nutritionnels aussi. Donc c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à nourrir notre enfant pour grandir et grossir. Vous imaginez l'anxiété que ça peut créer aussi. Perturbation du fonctionnement social en lien avec les repas. Quand on a un trouble de l'alimentation, bah, des fois on ne peut pas aller à la crèche, on ne peut pas aller chez nous, on ne peut pas aller à l'école, on ne peut pas aller au collège. D'accord. Donc il y a une restriction sociale. Je ne peux pas aller au resto, parce que de toute façon, on ne peut pas manger au resto. Je ne peux pas aller en vacances. D'accord. Parce que là, j'avais un petit patient où effectivement, il a été en vacances en Espagne. Bah, il n'y a pas sa marque préférée. Donc on doit le travailler, ça, pour qu'il arrive à manger sa marque préférée de yaourt. Parce que ce n'est pas les mêmes marques. Donc ça entraîne une restriction sociale dans les compétences. Et une perturbation des relations. C'est-à-dire que, imaginez quand même que le repas, c'est l'occupation qui revient le plus de fois. D'accord. Malheureusement, on ne dort pas 4 fois par jour. Voilà. On ne dort qu'une fois. Mais on mange 4, voire 5, voire 6 fois par jour. Donc c'est un problème qui va revenir, encore et toujours, et qui va donc ponctuer la journée des parents, alors qu'ils ont à peine fini de leur donner à manger, qu'ils doivent déjà penser à la galère que ça va être de donner le prochain repas. Et à se dire, non mais là, il a tout refusé, il mangeait ça, il n'en veut plus, mais qu'est-ce que je vais lui donner à manger? D'accord. Donc en gros, c'est un stress qui est un petit peu constant. Et ils sont seuls face à ce stress, d'accord, tout seul. Ce n'est pas un problème, donc là le deuxième critère c'est un critère d'exclusion, c'est pas en lien avec un trouble du comportement alimentaire, ni une façon de s'alimenter qui pourrait enlever certains nutriments, c'est vraiment en lien avec tout ce qu'on a dit en premier. Et en gros, si on s'appuie sur ces critères-là, on a quand même des prévalences qui sont importantes, d'accord. Et vous voyez, il n'y a pas de signe de nauséeux, il n'y a pas de signe sensoriel, il n'y a pas de signe moteur. C'est simplement des restrictions dans l'activité du repas. D'accord. Avec le besoin de compensation parentale. Donc, il faut faire une différence entre effectivement les critères diagnostiques et les signes d'appel. Les signes d'appel peuvent être nombreux. Agitation, pleurs, évitement, passif ou actif. On peut avoir une absence de plaisir de manger. Mais on peut avoir aussi certains enfants qui aiment bien manger les aliments qui leur font plaisir. D'accord. Donc, ce n'est pas tout le temps une absence de plaisir au repas. On peut avoir aussi ne met pas en bouche. Alors attention, il y a des enfants qui mettent très bien en bouche ce qui ne se mange pas et pas du tout en bouche ce qui se mange. D'accord. Donc des fois, on me dit, moi on m'a dit que ce n'était pas un trouble de l'oralité parce qu'il explore bien avec sa bouche. Bah ouais, mais il n'explore que des cailloux, quoi. Donc il y a un moment donné, pourquoi un bébé, en fait, vous l'avez sur les genoux, il va essayer de choper votre assiette, choper le poulet. En fait, vous êtes toujours en train de pousser l'assiette pour pas qu'il soit en train de manger. D'accord.
Et souvent, les parents, quand on reparle avec eux, ils nous disent « Ah, c'est vrai, en y pensant, non, j'étais plutôt peinard, quoi. » Soit je le mettais par terre, puis il ne faisait rien, soit effectivement, il n'a jamais voulu aller chercher les aliments. Difficulté précoce sur une alimentation lactée. Bien souvent, les parents vont vous relater une difficulté précoce qui a été un petit peu balayée. Par exemple, oui, j'ai voulu allaiter, mais j'avais pas assez de lait. D'accord ? Qu'est-ce qui fait que cette maman n'avait pas assez de lait pour allaiter ? Oui, j'ai allaité, mais j'ai allaité 4 mois avec un bout de sein, parce que sinon ça marchait pas. Puis après, j'avais plus beaucoup de lait. D'accord ? Pardon. Et donc, ça fait, on se dit, il y a déjà des marqueurs, en fait, de difficulté, d'accord, qui ont été relatés par les parents. Ou alors, effectivement, entre 2 et 5 mois, un allaitement qui commence plutôt pas mal, et un fléchissement avec une baisse de la lactation entre cette période-là, où on se dit, tiens, la succion a dû changer à ce moment-là. Mais en gros, c'est pas grave, passez au biberon. Le biberon, il est plus flexible. Le biberon, je peux jouer avec les vitesses, je peux jouer avec la forme, je peux jouer avec la position du biberon pour effectivement que ce soit plus ou moins rapide. Donc ça va masquer les difficultés. D'accord ? Donc l'enfant va arriver sur d'autres transitions, et c'est à partir de ce moment-là on peut avoir des fléchissements. Mais en fait, les fléchissements étaient présents bien avant. D'accord ? Une mauvaise connaissance de l'allaitement entraîne aussi des fois on va minimiser les difficultés et dire « Oh la maman, c'est comme ça, passer au lait industriel, hein, c'est pas grave », alors que il y aurait eu quelque chose à faire pour l'aider. D'accord ? Là, j'ai une maman où effectivement, la dimanche, j'ai été pour l'aider à passer à la paille, un bébé de 4 mois. Effectivement, elle a un bout de sein, donc ce qui fait que la lactation, c'est un petit peu compliqué. Après, c'est son souhait là d'arrêter, mais est-ce que ça aurait été son souhait si elle avait eu un soutien dès le début ? Telle est la question, où je n'ai pas de réponse. Refus sur certains contenants ou sur certaines textures, d'accord ? Présence de nauséeux sensitifs, timing, communication ou autres. Je ne sais pas si vous faites bien tous la différence dans ces nauséeux, mais il y a le nauséeux sensitif qui est présent dès la naissance et qui va être amené à reculer par l'exploration main-bouche, par les petits hochets dans la bouche, par les cuillères qui rentrent bien dans la bouche, par les petites purées, par les textures, etc. etc. Et il y a le nauséeux timing, c'est ce fameux gag réflexe que vous voyez tous dans la DME, qui n'est pas un nauséeux sensitif. Donc celui-là, il est absolument hors de question qu'il recule. D'accord ? Et j'espère que vous l'avez tous encore. D'accord ? Ça vous protège. S'il n'est plus là, au secours. D'accord ? Et ce nauséeux, en fait, c'est un peu la frontière, c'est la douane, où si c'est en purée, ça passe, si c'est pas en purée, ça repart de l'autre côté, mastiquer et vous renvoyer quand c'est OK. D'accord ? Donc, d'un côté, ça va montrer un nauséeux sensitif qui a du mal à reculer, ça va montrer des difficultés d'habituation sensorielle. De l'autre côté, ça peut plus nous montrer des difficultés sensorimotrices dans justement les différentes phases. D'accord ? Serpent, lézard, croco et vache. Les nauséeux de communication, c'est par exemple, je suis RGO, ça me fait mal quand je bois mon biberon, je vois un biberon, j'ai une nausée. D'accord ? Ça, c'est l'émotion qui est en lien avec un outil qui m'a agressé, qui m'a fait mal. Le nauséeux de com, c'est le nauséeux où je veux dire stop. D'accord ? Alors, soit on lui donne effectivement la possibilité de signer pour nous dire stop, soit on essaye de comprendre pourquoi il veut dire stop. Qu'est-ce qui se passe, d'accord ? Et souvent, c'est un stop qui marche très bien. C'est-à-dire que l'enfant va faire un nauséeux, ok, c'est fini, je te descends. D'accord ? Donc, il peut très bien engrammer aussi le fait de faire un nauséeux pour que ça s'arrête. Okay. Donc, vous voyez bien qu'en fonction du diagnostic différentiel du nauséeux, eh bien, notre intervention ne sera pas la même auprès des parents. Difficulté de prise de poids, perte de poids, mais aussi poids suffisant ou surpoids. C'est ce que je vous disais. C'est que ce n'est pas forcément les enfants qui cassent leur courbe de poids qui ont un trouble de l'alimentation. Les absences de transition alimentaire. Pensez aux serpents, lézards, crocos et vaches. C'est-à-dire que j'ai des enfants qui, à un âge où ils devraient manger des morceaux, 7 ans, sont encore en phase de lézard ou en phase de serpent, d'accord, où ils vont avoir une déglutition antérieure. C'est compliqué d'avoir un panel alimentaire en morceaux si je suis encore dans cette phase-là. Et je ne peux pas me nourrir avec des morceaux pour grandir et grossir si je suis encore dans cette phase-là. D'accord ? Il va falloir compenser et développer. Et les difficultés d'allaitement, j'en parle.
La prévalence, eh bien, là, une étude de 2021 aux États-Unis a mis en avant qu'on aurait peut-être un enfant sur 4 qui présente des troubles de l'alimentation en pédiatrie. Donc, c'est pas du tout mineur, en fait, dans les difficultés. Ils sont fréquents et récurrents au-delà de la 3e année. S'ils sont fréquents et récurrents au-delà de la 3e année, ça pourrait pousser sur un diagnostic de trouble du développement. D'accord? Donc, ça peut être aussi un marqueur précoce d'une autre difficulté. Attention, sur le réel, enfin sur le live, je ne dis pas que tous les enfants qui ont un trouble de l'alimentation ont un trouble du développement. D'accord? Mais on doit être sensible et donc du coup, accompagner ces enfants qui présenteraient des difficultés majeures. Et on sait que 80% des enfants qui ont des troubles du développement ont des troubles de l'alimentation. D'accord? Donc ça ne peut pas ne pas être une priorité dans les CAMS, dans les CESAD, dans les structures d'intervention précoce. Ça doit être une priorité aussi dans les services d'accueil des jeunes enfants, puisque eux, ils sont vraiment là dans la détection entre 0 et 2 ans, en âge préscolaire, pour pouvoir les orienter rapidement vers des professionnels formés. Ce qu'on sait aussi, et ce qui est important, c'est que 90 à 97% des troubles sont d'origine organique ou sensorimotrice. Donc quand on dit à une maman, c'est psychologique si votre enfant ne mange pas, c'est qu'on est en train de s'appuyer sur les quelques pourcents des troubles psychologiques. D'accord? Donc c'est pas comme ça qu'on fait les diagnostics différentiels normalement. On part de ce qui est le plus, enfin ce qui peut arriver le plus souvent, et après on fait un diagnostic différentiel pour aller vers ce qui arrive le moins souvent. D'accord? Donc quand on a un trouble de l'alimentation, le réflexe ou des difficultés alimentaires, c'est évaluation organique et évaluation sensorimotrice. D'accord? Pour comprendre pourquoi cet enfant ne mange pas. D'accord? Manger est un besoin primaire. Donc si l'enfant n'arrive pas à manger, c'est pas qu'il ne veut pas manger. Souvent c'est qu'il ne peut pas manger. Et nous, on doit comprendre pourquoi il ne peut pas manger. Et ne pas le balayer d'un ça va passer. C'est vous êtes trop stressé. Et renvoyer les parents dans leur maison, tout seuls, à devoir gérer ces difficultés alimentaires qui vont prendre une place de plus en plus importante. Et on sait que chez nos enfants extraordinaires TSA, donc les enfants avec autisme, on va avoir beaucoup de difficultés alimentaires. Et qu'en plus, c'est couplé à une cécité contextuelle, donc une difficulté en fait à pouvoir transférer dans différents lieux de vie en fonction de ce qui... Donc on a des enfants qui sont très rigides sur les marques, sur certaines cuillères, qui mangent de telle façon dans tel lieu et telle autre façon dans tel autre lieu, qui vont être très rigides sur les textures aussi. Et ça, c'est pareil. Il y a une maman comme ça où j'ai pris sa petite fille très tôt et je me souviendrai toujours de cette phrase où elle m'a dit « ça au moins, c'est quelque chose qui fonctionne ». D'accord? Son enfant était autiste et en fait, elle n'a pas à s'occuper de l'alimentation parce que ça fonctionne. Et c'est beaucoup plus simple en fait d'accompagner un enfant sans étiquette autisme et qui aurait des difficultés alimentaires entre 0 et 2 ans qu'un enfant autiste qui a 5-6 ans et où les difficultés comportementales, les rigidités aussi se sont un petit peu engrammées parce qu'il a fait plein d'expériences négatives. D'accord? Donc accompagner l'alimentation, c'est accompagner les expériences positives au moment du repas pour éviter les comportements d'évitement de se mettre en place. Et c'est indispensable de soutenir les parents et d'être présent. Donc là, c'est les 2 livres pour aller un peu plus loin, alors qui ne parlent pas forcément de troubles de l'alimentation, mais dans mes premiers repas avec plaisir et sans stress, je reprends l'alimentation entre 0 et 2 ans, et il est plutôt apprécié dans les structures de crèche, petite enfance, parce que du coup, l'idée c'est de donner les bonnes informations pour qu'on puisse aussi s'alerter. Et le grand guide de la DME qui va sortir le 15 février, l'idée c'est de ne pas faire un énième livre sur la DME, mais je reparle de mes stades, et en fait chaque recette va être déclinée en fonction des stades de l'enfant, pour que les parents, quand ils ouvrent leur frigo, ils voient un aliment, ils se disent ok, mon enfant il fait ça, je peux lui présenter comme ça, d'accord? Et pas leur dire ce qu'ils doivent faire ou comment leur présenter, mais leur donner les compétences qu'ils peuvent avoir pour eux-mêmes adapter l'aliment et la texture et la taille et comment je lui propose à leur enfant. D'accord? Parce que je pense que vraiment, l'accompagnement en alimentation passe et passera par redonner des compétences parentales, par redonner l'observation aux parents, par redonner la parole aux parents, d'accord? Et leur faire confiance, les écouter, parce que eux savent mieux que quiconque ce que leur enfant a besoin.
comment ils se développent et comment nous, on peut les aider. J'en ai fini. Et maintenant, on va pouvoir avoir un temps d'échange sur ce que vous avez pu entendre. Peut-être si vous n'êtes pas d'accord, la critique, elle est toujours constructive. On peut parler, on peut échanger. Si vous avez besoin de points de précision, n'hésitez pas. Ok. C'est toujours le moment dur. Il faut qu'un premier se lance. Ça y est, une main là-bas. Comment aider un enfant qui justement a des sélectivités alimentaires, qui veut le yaourt de telle marque, comment en tant que professionnel on peut... Alors, l'industriel est vachement rassurant. C'est-à-dire que ton petit filou, il a toujours la même texture, il a toujours le même goût. Donc c'est une marque qui va être hyper rassurante pour l'enfant qui a des difficultés justement d'habituation. Après la question, c'est est-ce qu'on a vraiment une hyperréactivité gustative ou une hyperréactivité tactile, dès qu'il y a le moindre changement, ou est-ce qu'on est dans une habitude comportementale, où l'enfant a essayé de faire quelques essais qui sont soldés par des émotions négatives. On sait que 2 émotions négatives vont devoir être contrebalancées par 10 émotions positives derrière, quand on fait un essai. Et donc du coup, il a rigidifié sur cette marque. L'idée déjà, c'est de sortir les aliments du contenant. D'accord ? Même les yaourts, recommander aux parents de ne pas les laisser dans le pot de yaourt. Le packaging est bien fait. Le packaging est fait pour nous attirer, pour le reconnaître. D'accord ? Pour que quand je me déplace, je me dise « Ah, c'est pour nos amis ça !» ou « Ah, c'est... mince, je vais avoir de dire de marque. » Oups. Et ensuite, on va... Donc, ces petits changements. Donc déjà, si l'enfant arrive à manger son petit Suisse autrement que dans un pot, d'accord, mais dans un pot neutre, c'est déjà une grande victoire. Et après, tu vas pouvoir faire un changement avec même texture, même couleur, une autre marque. D'accord ? Et tu vas chaîner comme ça petit à petit. Alors, le cerveau a besoin de temps. On est entre 3, 5 et 7 jours d'habituation. Ça veut dire que les changements vont intervenir chaque semaine, mais surtout, on va laisser l'exposition se faire pour habituer. On a tendance à aller trop vite. D'accord ? Même dans les essais, par exemple, de biberon, je vais essayer un biberon, ça ne marche pas. Le lendemain, j'en essaye un autre, ça ne marche pas. Le lendemain, j'en essaye un autre. Et en gros, en 15 jours, j'en essaye 15. Quoi. Mais à aucun moment, j'ai laissé mon bébé ou mon enfant un temps d'habituation pour switcher. Notamment que les enfants qui ont des difficultés alimentaires, des fois, il leur faut un peu plus de temps pour switcher. Donc, c'est important de laisser le temps, parce que l'enfant s'habitue à cette texture, à cet aliment, et ensuite faire des micro-changements. On a tendance à aller trop vite. Par exemple, mon enfant mange que des pênes, je lui présente des haricots verts. C'est vraiment pas la même chose, ni en termes de texture, ni en termes de mastication, donc forcément, c'est un petit peu voie à l'échec. Est-ce que ça a répondu à ta question ? Oui, en partie, mais si par exemple on me représente et qui dit, admettons, mes deux yaourts, n'importe quoi, une mousse au chocolat Nestlé et une bonne maman, et qui goûte, donc lui il est habitué à la Nestlé, et qu'on lui donne la bonne maman et qui dit ben non, je sais que. Parce que lui il est tellement habitué à ça, ben non, je sais que ça c'est pas du Nestlé, j'en veux pas. On continue à réessayer plusieurs fois. Tu as plusieurs méthodes. Après, tu peux avoir une méthode un peu micro-graduée qui va consister en fait à prendre sa bonne maman, si on estime que c'est celle qu'il aime bien, et à mettre un quart d'une autre dedans pour l'habituer. Et en fait, l'idée, c'est que l'enfant ne perçoive pas ce changement, d'accord ? Pour habituer justement son système neurosensoriel à ne pas surréagir. L'idée, c'est de jamais faire surréagir l'enfant, d'accord ? La surréaction va entraîner une émotion plutôt négative, et le fait qu'il va plus vouloir après y retourner, quoi. Après, il faut garder dans l'idée aussi, et ça c'est compliqué quand on est parent, mais quand on est aussi professionnel, c'est que la progression, c'est pas comme ça, d'accord ? Ça peut être comme ça, d'accord ? Ça peut être comme ça, d'accord ? Ça peut être comme ça, ok ? Et c'est pas facile, parce que du coup, tu as essayé quelque chose, ça a marché, tu le reprends, et là, du coup, il en veut plus. Et là, tu dis, non mais, tu le mangeais hier. Zen, autorégulation. Et là, c'est compliqué parce que ça nous renvoie à des échecs, hein, qu'on soit professionnel ou parent. Donc, c'est simplement se dire qu'on n'est pas toujours dans le just timing et dans le bon timing pour développer les choses.
Okay, donc il va nous falloir des fois, c'est pas le jour de lui proposer une habituation sur sa mousse parce qu'il a la dalle, parce qu'il est fatigué, parce qu'il veut sa mousse préférée, d'accord? Et que là, j'ai pas envie du tout de faire un effort, d'accord? Mais comme nous, on le ferait. Okay, il y a des fois, on va se dire, ah non, mais ce soir, une soupe, un thé au lit, c'est formidable. C'est tout ce dont j'aspire. Donc, micro-changement, mais aussi accepter que l'enfant ne soit pas dans une progression qui va être tout le temps la même. Comment un bébé va gérer l'apparition de ses dents? Et est-ce que ça va avoir un impact sur les 4 phases dont tu as parlé? Alors, les dents, ça va dépendre. Donc, je ne vais pas réussir à te faire une réponse blanc-noir. Je vais te faire une réponse grise. Parce que, donc, tu as les dents qui vont pousser. Et tu as ce qu'on appelle l'interoception, c'est notre 8e sens. Et notamment, ça va avoir un impact sur la sensation de douleur. D'accord? Il y a des enfants où les dents in the nose, on ne les sent pas passer. On dit, non, mais tu as 4 dents qui sont sorties, donc qu'est-ce qui s'est passé? Et il y en a d'autres où ça va être vraiment intense. D'accord? Ils vont surréagir à chaque fois. On n'est pas tous égaux devant la douleur. D'accord? Ça veut dire que moi, ma douleur, je ne vais pas la percevoir comme toi, et toi, et toi, et c'est différent. Donc le bébé va faire pareil. C'est moi qui ai un micro? Non, parce que je suis capable de le faire. C'est dans les dents. Je suis dans les dents. Donc, les dents, en fonction de cette perception de la douleur et de la zone dans laquelle ça m'amène, peuvent entraîner des fléchissements alimentaires. D'accord? Mais c'est plutôt la douleur qui va entraîner ce fléchissement alimentaire qui peut être plus ou moins important en fonction des enfants. Avec des enfants qui ne veulent plus rien du tout écraser, d'accord? Et à contrario, d'autres qui vont aller vouloir écraser très fort. Okay? Donc il n'y a pas de profil. Après, forcément que au niveau de la proprioception, d'accord? La proprioception, c'est la capacité à ressentir mes muscles, mes articulations, mes tendons et savoir dans quelle position ils sont. En fonction de comment je perçois, si je perçois bien, si je ne perçois pas assez, ça va changer dans ma bouche, le fait d'avoir des dents. D'accord? Et il faut donc que ma langue s'adapte et s'habitue aussi à cette nouvelle perception, s'habitue à pas aller trop mettre, à s'enlever un peu plus vite, peut-être. D'accord? Donc ça va demander un temps d'habituation, mais l'enfant qui a ces capacités-là, ça va se faire plutôt assez tranquillement. D'accord? Mais il peut y avoir des fléchissements alimentaires sur les dents qui poussent pour certains enfants. Et donc là, on va garder la ligne de conduite de plaisir alimentaire, mais on continue l'habituation. Donc on va jouer avec les aliments. Quelque chose qu'on ne sait pas trop faire, parce qu'on nous a interdit de jouer avec la nourriture. Et pourtant, l'enfant joue avec tout, et notamment, le petit pois, c'est une super bille, quoi. Tu vois, la rondelle de carotte, ça fait une roue. Donc il faut jouer avec les aliments, et notamment dans ces périodes un petit peu compliquées, où l'enfant va avoir des douleurs des fois à la mise en bouche. J'ai une maman qui m'a écrit, donc c'est une maman d'un petit de 7 mois, et il a une maladie surrénale grave, et du coup elle doit lui donner du sel toutes les 2 heures. Et du coup, je ne l'ai pas en suivi parce qu'elle habite loin, etc. Mais je me disais, moi, les priorités que je vois, c'est trouver un aliment plaisir et pas mettre une émotion négative sur la cuillère, etc. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu vois que je pourrais lui conseiller. Alors là, je vais vous raconter un peu des expériences cliniques, c'est-à-dire qu'effectivement, à Robert Debré, où là, j'ai une petite patiente avec des maladies métaboliques qui vont faire que le goût, des fois, s'est développé de façon un petit peu différente. Notamment sur les textures salées ou amères, qui sont des textures qui ne sont pas les premières textures que l'enfant va aller de façon automatique. Et c'est vrai que chez ces enfants, eh bien, on était étonnés par les goûts qui étaient très hédoniques, comme par exemple la danette café. Il y a une petite fille qu'on a réalimentée en Robert Debré avec de la danette café, parce qu'on s'est rendu compte qu'elle adorait tremper le doigt dans le café de sa maman et de le prendre. Et pour avoir goûté un lait chez un enfant qui avait une maladie métabolique, moi je me suis demandé comment il le buvait, quoi. Parce qu'en fait, rien que l'odeur, j'ai eu envie de vomir. J'ai eu beaucoup de mal à le goûter. Et en fait, je me suis dit, en gros, dans son développement gustatif, on lui a donné des informations qui ont fait qu'il s'est développé d'une telle façon. Donc, moi je dirais que c'est déjà arriver à trouver un goût qui va peut-être être très différent
des goûts des autres enfants. Et après, si ta question résidait dans le fait comment on lui donne ce sel pour garder des émotions positives, alors, attention à des fois quand on met l'aliment, le médicament ou ce qu'on doit lui donner dans un aliment copain, qui pourrait entraîner que l'enfant refuse ensuite l'aliment copain. Notamment, Du comme coup, tu il dis, lui donne pur. bah oui, si tu as mis une émotion négative. Alors après, il y a plusieurs astuces. Tu vas avoir des tétines dans lesquelles tu peux mettre aussi quand on doit donner quelque chose. Tu pourras avoir aussi effectivement des petits bâtonnets que tu vas mettre à l'intérieur des joues pour éviter trop le contact avec la langue. Tu peux avoir les petites seringues que tu vas mettre aussi à l'intérieur des joues pour éviter le contact avec la langue. Il y a plusieurs solutions. Mais là encore, on va vraiment être dans l'observation de l'enfant. Et si l'enfant déjà a un panel qui est très réduit, moi, je n'irai pas toucher les aliments, quoi. En tout cas, je n'irai pas associer ce médicament ou cette émotion négative avec un aliment au risque de sortir cet aliment de son panel alimentaire. Et s'il a déjà un panel alimentaire très réduit de quelques aliments. Et il boit encore que le lait, et, quelques bouts de pain, mais mini, ouais. Mais sinon rien. Mais c'est toute la complexité quand même de la médication de nos enfants qui ont des difficultés alimentaires et des troubles de l'alimentation. Et je sais que sur Instagram, vous m'avez beaucoup demandé des réels là-dessus. On y travaille avec des pharmaciens parce que c'est important aussi que les pharmaciens puissent être formés aux troubles de l'alimentation afin de pouvoir adapter ce qu'on peut proposer à l'enfant en termes de texture, en termes de posologie, quand on est face à une incapacité de les soigner avec ce qui a été prescrit par exemple. D'accord ? Donc que les parents puissent dire mon enfant a un trouble de l'alimentation, ça c'est impossible. Est-ce qu'il y a d'autres façons en fait de pouvoir donner ce traitement et même si on est sur une posologie, de pouvoir adapter en fait certains médicaments à l'enfant qui sera fait par le pharmacien. D'accord ? Mais c'est une pathologie qui est encore méconnue des pharmaciens et donc ils sont très intéressés aussi à prendre leur place. C'est pour ça que chacun a sa place dans l'accompagnement des troubles de l'alimentation. Mais j'ai pas de remède magique en fait pour lui donner. Si vous avez des questions sur Instagram aussi, vous pouvez les poser, hein. On les lira. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais on a quelqu'un qui peut lire les commentaires si vous avez des questions, afin de pouvoir répondre à vos questions aussi. Sandra des Crediles est là. C'est la secrétaire du live. Après, le problème, c'est qu'il y a un décalage. Donc, le temps que tu dis ça, on n'y est pas encore. Du coup, donc, s'il y en a d'autres, Il y a un décalage de voilà. une demi-heure. Bon, Ouais, du coup, la Wi-Fi, visiblement, n'est pas ultra efficace. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je vais poser une question de déjà maman, mais à venir. Ce gag là, parce que c'est en tant que maman, alors moi je vous accompagne avec les outils que je propose, mais je suis pas professionnelle dans ce sens-là. En tant que maman, c'est ma plus grande peur. Comment, alors c'est pas une question tout à fait en rapport, mais comment tu réagis? Parce que moi, mes premiers réflexes, ça a été de mettre mon doigt dans la bouche et de lui ressortir le morceau. D'accord que c'est quelque chose qui se fait de manière naturelle. Et comment on n'a pas à aider à intervenir du tout dans ce moment-là en fait. Alors, très bonne question, et c'est une question qui revient souvent. La fille qui va faire de la pub pour son livre, vous le retrouverez, l'explication. Alors, effectivement, quand un enfant a un gag, on a tendance à dire « Ah, il s'étouffe !» D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de le désobstruer, alors qu'il n'est pas du tout obstrué. Le gag réflexe, notamment celui de timing, c'est un gag de protection. Donc, ça veut dire que si l'aliment, et c'est le gag qu'on a, vous savez, quand on veut prendre un médoc aussi, et qu'on fait le truc comme ça, et quand on n'a pas mis un zélo, d'accord, ça passe pas. C'est exactement celui-là qui nous protège, d'accord? Donc c'est vraiment la douane. Si je le mets en place, ça va créer aussi une émotion pas top. Donc pareil, ceux qui disent bah c'est pas grave, il a un gag, s'il a un gag à chaque fois qu'il met un morceau dans la bouche, autant te dire qu'il va arrêter de mettre des morceaux dans la bouche. C'est quand même une émotion qui est pas hyper positive. Hein. Si vous en avez déjà eu, c'est pas le kiff de vous déclencher un gag. Vous voyez un petit peu la baisse langue du docteur? C'est pas, hein, on n'est pas tous en kiff quand le docteur arrive pour faire la baisse langue. Mais ce n'est pas un étouffement, d'accord? Donc il faut faire la différence entre ce gag qui est présent et que quand tu le vois, tu te dis waouh, ça veut dire que tout fonctionne bien,
et un étouffement qui va justement soit entraîner un étouffement s'il est partiel, tu vas garder quand même l'enfant qui peut pleurer, qui peut respirer, d'accord? Mais le morceau, il y a un morceau qui vient se coincer quand même, mais qui n'arrête pas le flux d'air, d'accord? Donc l'enfant peut se désobstruer ou pas, et donc s'il ne se désobstrue pas, je recommande quand même qu'on aille voir aux urgences. Et l'urgence absolue, c'est ton enfant il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image, il change de couleur, l'air ne passe plus. Et là, c'est une manœuvre d'Amish. D'accord? Le problème d'aller chercher dans la bouche, nous allons prendre Jules, d'accord? D'aller chercher dans la bouche à l'enfant, ça veut dire que je vais amener l'enfant en extension. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre les voies aériennes, donc le morceau risque de tomber. Ok? Donc, on laisse l'enfant et on voit comment il se débrouille. D'accord? On l'encourage, on dit c'est bien, c'est trop gros, tu l'as pas assez mâché, recrache, donne. Il faut faire preuve de beaucoup de sang-froid. Aussi. Aussi. Je te recommande, regarde les vidéos de gag et t'essayes de rester T'as choisi le prénom de son enfant. Donc ça tombe très très bien. Et après, si jamais on voit qu'il n'arrive pas, parce que c'est pareil, on dit on laisse faire l'enfant, mais si tu vois qu'il et ça ne revient pas, par contre tu vas faire une flexion pour garder la tête et que du coup, si le morceau tombe pas, il va tomber en avant. D'accord? Mais toi, tu ne viens pas le pousser en arrière. Okay? Mais effectivement, des fois, si c'est collé au palais, et je parle par exemple d'un enfant qui aurait un frein vraiment restrictif qui lui empêche d'aller chercher au palais, avec un palais un peu ogival, avec un truc, il ne va pas réussir, donc il va nauséeux. Allez le chercher quand même. D'accord? Vous le laissez un petit peu, d'accord? Mais vous ne le laissez pas galérer 10 minutes avec son truc, il n'arrive pas à se décoller. D'accord? Par contre, sécurité. D'accord? Donc je vais contrôler la flexion de tête pour avoir plutôt un aliment qui va tomber vers l'avant et qui ne va pas tomber vers l'arrière. D'accord? Donc oui, on laisse faire, sur Insta, parce qu'on dit on laisse, oui, mais... Alors ça peut durer quand même, c'est pas immédiat, tu vois, les secondes sont longues à ce moment-là. Oui, parce qu'au bout de 3 secondes, tu peux... Oui, mais c'est pas un étouffement ton gag. D'accord? C'est pas un étouffement. Là où vraiment tu t'alertes et tu sors l'enfant et tu les désobstrues, c'est qu'il change de couleur, il n'y a plus de son, plus d'image. Là, on rigole pas. Okay. Après, par exemple, il y a des façons sécuritaires de proposer la banane, d'accord, de proposer certains aliments, parce que l'idée, en fait, c'est que le morceau ne vienne pas faire bouchon. Okay? Si c'est plus petit, il y a moins de chances que ça fasse un bouchon. Okay? La banane, comme on la vend en DME, qui est comme ça, et que tu coupes un méga bout en rondelles, ça c'est dangereux. Tu la coupes en 4, et l'enfant il va mettre en slow feeding sur le côté. D'accord? Et là c'est moins dangereux. Donc effectivement tu as des préparations, des choses qui vont faire que ça va être moins dangereux pour certains enfants et ça va pas venir se coller et l'empêcher quoi, de... Okay. Mais c'est une question qui revient souvent. Tu n'es pas seule. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a sur le téléphone. Sur le téléphone? Vous voyez quelque chose? Moi, je vois des images. En fait, il y a 100 questions. Ah putain. Je prends. Ouais, je veux bien. Désolée. Je suis pas très bonne en vidéo. Il veut pas, mais il ne veut pas. Tu pars du principe qu'il peut pas. Ah, mais c'est possible. En fait, s'il ne veut pas, c'est qu'il a... En fait, l'enfant a toujours raison. C'est-à-dire que s'il ne veut pas le faire, c'est qu'il y a quelque chose qui l'empêche de le faire. D'accord? En alimentation, c'est vraiment ça. Et donc, tu as des enfants qui vont pas vouloir, mais ils ont raison. Parce que si tu lui donnes un morceau et qu'il est encore en face de serpent, il a raison de ne pas le mettre dans la bouche. Ne le mets pas dans la bouche, j'ai envie de dire, parce que tu vas te mettre en difficulté. Donc, l'enfant, souvent, il sait ce qui est bon pour lui. D'accord? Donc, sauf que nous, on part du principe, justement, dans cette question de vouloir, pouvoir, tu vois. Et du coup, on se dit, si, tu peux. Mais lui, il sait qu'il peut pas. Donc c'est pas une histoire de caractère bien trempé, quoi. Non. C'est Non. ok. Ni de il veut me dominer. Non. L'enfant qui mange pas, c'est un besoin primaire. D'accord? Donc, par exemple, effectivement, on va pas punir l'enfant de dessert. D'accord? On va pas le punir de manger. Sinon, punissons l'enfant aussi qui dort pas de lit, quoi, j'ai envie de te dire. Pour voir s'il va dormir mieux. Donc, non, on va vraiment
essayer de comprendre ce qui se passe. Ok. D'accord ? Alors, du coup, j'ai une question de Marie Picardi. Une petite fille autiste 5 ans qui ne mange que des danettes café et qui n'accepte pas grand-chose, pas autre chose. Comment faire pour aider la maman qui stresse car la petite perd du poids et n'accepte rien? Alors, déjà, moi, je dirais augmenter la fréquence alimentaire. Malgré la mise en pratique de la méthode micrograduée, l'habituation progressive. Alors, fréquence alimentaire. J'augmenterai la fréquence alimentaire pour essayer d'augmenter les apports. Je renverrai vers une diététicienne pour voir si elle peut mettre un petit peu de calories dans sa danette. Mais là, il y a un beau partenariat à faire avec une diététicienne ou un diététicien, pardon, parce que j'ai dit, c'est les deux, pour essayer de donner un petit peu de calories au peu d'aliments qu'elle mange. Ok, alors j'ai une question d'Estelle Melki. Bonjour, je suis dentiste et j'ai une patiente qui a une fixette sur le sucre et a des réflexes nauséeux chaque fois qu'elle doit manger un dîner avec des légumes. Quel conseil? Alors, est-ce que c'est un nauséeux Elle émotionnel? précise qu'elle a 8 ans. Ah oui, il y a la suite. Ouais. Je peux donner aux parents comment réhabituer à une alimentation normale. Elle a 8 ans. Alors, est-ce que c'est un nauséeux émotionnel? Est-ce que c'est un nauséeux de com'? C'est-à-dire que je vois les haricots verts, je fais comme ça, d'accord? Alors attention, le nauséeux de com', il n'est pas intentionnel, hein. C'est-à-dire que c'est pas du cinéma le nauséeux de com'. C'est vraiment un truc que l'enfant va déclencher malgré lui, d'accord? Par contre, si l'enfant a pris l'habitude, en fait, que ce nauséeux entraîne une présentation, par exemple, d'aliments sucrés, c'est un moyen aussi de communiquer, de l'avoir. Et si l'enfant a développé des émotions tellement négatives sur les fruits, les légumes, que quand il en voit un, il a des nauséeux, il se peut qu'il peut manger que du sucré, parce que c'est le seul aliment qui lui a amené une émotion positive. D'accord? Donc là, je pense que vraiment, notamment cet enfant de 8 ans, il faut comprendre ce qui s'est passé dans son développement alimentaire. Il faut reprendre toute l'alimentation entre 0 et 2 ans pour écouter son histoire lactée et son histoire de transition alimentaire, parce qu'il y a certainement des pistes dans son histoire qui va nous aider à amener l'enfant à accepter. Alors, pourquoi pas faire des trempettes sucrées? D'accord? Pourquoi pas tremper de la carotte dans une trempette sucrée? Pourquoi pas donner, de faire je sais pas, faire revenir des carottes dans quelque chose de caramélisé, d'accord? Pour essayer d'associer ce goût copain à un aliment à découvrir. Mais là, il y a un job à faire et à 8 ans, il y a un bon job à faire. Du coup, il y a Marie Picardi qui a rajouté aucune écoute, donc pour la petite autiste de la petite TSA de 5 ans, aucune écoute du monde médical, voire un pédiatre qui dit que ce n'est que dans la tête de la maman ou de l'enfant et que l'ergot ne sert à rien face à ce trouble et ses difficultés et que la gamine, visiblement, mange tous les 2 heures. La diète a mis en place des calories en plus, mais du coup, la petite refuse dès qu'il y a un autre goût que sa danette café dans sa danette. Est-ce que dans la danette, on faudrait voir une petite diète, mais mettre de la crème fraîche ou des choses comme ça? Puis après, ma foi, changer de pédiatre s'il n'écoute pas. Hein. Bah, je suis désolée, mais il y a un moment donné, un enfant TSA qui a un trouble de l'alimentation, c'est un peu plus élevé, quoi. Et du coup, elle précise autisme sévère et non verbal. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit peut-être de la maltodextrine. Ouais. Je sais pas ce que c'est. En fait, on peut rajouter plein de choses, mais à voir comment ça change la texture. Après, moi, je rajouterai des choses en micro-gradué. Par exemple, pourquoi pas rajouter de la crème fraîche dans sa danette ou des choses comme ça, mais on va le faire de toute façon en micro-gradué pour que l'enfant ne perçoive pas. Notamment si c'est un enfant TSA qui n'a pas la communication. Donc ça va être effectivement de cette façon-là. Après Marie, si elle veut qu'on en parle. D'autres questions? Du coup, quand, par exemple, pour cette petite fille, le fait qu'elle reste en crème, est-ce qu'il faut repasser par toutes les étapes, texture lisse, etc. Ou est-ce que des fois, il peut y avoir des sauts Super question, effectivement. Je dirais que plus ils sont âgés, moins je trouve pertinent d'essayer de repasser par... c'est-à-dire que elle, j'essaierai de passer directement sur des morceaux type slow feeding, des choses... Alors pourquoi pas tremper, je sais pas, des graissins ou des choses un peu croustifondants dans sa danette café pour venir faire un écrasement sur le côté. Mais ce qu'on va être attentif, c'est que ce qu'on va lui mettre dans la bouche, ça ne déclenche pas trop de réaction au niveau de la langue, ni au niveau de l'écrasement,
ni au niveau des seuils sensoriels, pour qu'elle puisse se dire « Wow, ok, c'est cool ». D'accord. Donc on peut passer sur des miettes qu'on va mettre sur le côté avec des petits pics, afin effectivement que l'enfant ne surréagisse pas, mais quand il voit la miette, il se dit « C'est ok, ça marche ». J'interviens dans un IME avec des enfants autistes sur Marseille. Et dernièrement, j'ai été sollicitée par rapport à un gamin qui doit avoir 15-16 ans, un truc comme ça. Et en fait, il mange, mais en mode comme ça, vraiment super vite. Et il mâche que d'un côté. Et j'ai réfléchi à plusieurs choses. Je me suis dit, déjà, il faudrait voir si on peut lui faire mastiquer des deux côtés. Déjà. J'ai essayé avec un truc à mettre motivant sur un pic et lui faire mâcher de chaque côté. J'ai vu aussi chez Optoys, ils ont des espèces de petits machins qui permettent de travailler pour une bouchée, savoir ce que c'est une bouchée. Je me suis dit aussi, peut-être qu'on pourrait lui mettre que 2 ou 3 trucs dans l'assiette et on re-remplit à chaque fois, histoire qu'il y ait moins ce côté. Voilà, Et qu'est-ce qui marche? Pour l'instant, j'en étais sur des. J'ai juste vu le gamin une fois. C'est des bonnes idées que tu as à mettre en place. Après, j'imagine qu'il a un côté préférentiel de toute façon s'il était d'un côté. Oui. Moi, j'essaierais de lui mettre de l'autre côté où il est obligé de passer. Au moins, tu vois, ça ferait un ping-pong, tu vois. Ah ouais, oui, mais ça dure pas longtemps, quoi. Ouais, mais c'est pas grave. Ok. Parce que, au moins, tu travailles le fait. Je lui ai foutu un carambar là sur un truc là, d'un côté. Il a fait crac, paf, de l'autre côté. Et, ciao. Alors, est-ce que tu as un peu son profil au niveau proprio, au niveau tactile intrabuccal? Non. Ça sera intéressant aussi. C'est-à-dire que quand j'ai un problème proprioceptif, en fait, je ne perçois pas comment je mastique. Donc, je ne perçois pas la force que je dois mettre. Donc, tu me donnes des aliments différents, je ne sais pas quoi faire. D'accord? Donc, je vais mastiquer toujours de la même façon. Ok? Alors que ça peut être une noix, un carambar, une chips crevette, je vais la mastiquer pareil. Et ça pose problème. Parce que du coup, je vais avaler des choses en morceaux et mon estomac n'est pas fait pour recevoir ces choses en morceaux. D'accord? C'est pour ça que évaluer la proprioception, ça va être intéressant pour les mouvements de la langue, pour les mouvements des lèvres, mais aussi pour les capacités d'écrasement et de mastication. Comment tu vois ça? Tu vas regarder, déjà, s'il y a un problème de proprioception là, il y a de grandes chances que ça soit un enfant, tu vois, qui ait des problèmes de proprioception un peu partout. Donc tu peux avoir un enfant qui a un petit peu un profil maladroit, se cogne partout, un petit peu mou, et en même temps, des fois, dans la recherche, tu vois, ça se profile un peu là. Difficulté d'acquisition dans l'autonomie. Ça peut être difficile si je suis une fille de me coiffer, de m'habiller, de mettre ma ceinture, de mettre mon bouton de jean. Toutes ces choses qui vont demander à la proprioception un ajustement pour avoir des habilités au niveau moteur. Donc tu regardes et tu vois, et s'il y en a partout, il y en a là. Hein. C'est-à-dire que les muscles, ils sont partout, les articulations, elles sont partout. Donc si on a une mauvaise proprioception, on l'a partout. Donc nous, on va le retrouver dans beaucoup d'occupations de la vie quotidienne. Je réfléchis à tout ça, je pense qu'on en reparlera. Mais là, la plante occupationnelle, c'est le repas. Donc oui. C'est qu'elle mastique pas et l'avale ou qu'il avale. Ouais, qui va trop vite. Et du coup, on travaille là sur la proprio où on priorise tout le corps parce qu'on va passer du temps à travailler au niveau proprio, si on passe par la voie sensorielle et tout, avant d'y rentrer dans alors, est-ce que par justement la mise en place un peu de diète sensorielle, on va arriver à changer quelques récepteurs, quelques réponses motrices, tu vois, même si en fait il y aura un travail de fond à faire sur la proprioception, si on en a des difficultés partout, mais est-ce que nous, à mettre avant le repas un travail très proprioceptif du corps et de la bouche, c'est-à-dire que souvent moi je propose quelque chose de très corporel au niveau proprioceptif et après on va aller vers la bouche avant le repas, va permettre peut-être d'avoir une meilleure conscience et donc une meilleure réponse motrice, sachant que ça nécessitera quand même de venir solliciter avant chaque repas par exemple et peut-être pendant chaque repas. C'est-à-dire que si ton seuil, tu vois, entre guillemets, ça redescend,
Et à un moment donné, il faut que tu lui redonnes un input pour que ça remonte et que la réponse motrice soit de nouveau correcte. Du peu que j'ai vu, c'est un gamin qui est toujours vite. Et du coup, il est vite saoulé. Enfin, on peut très peu intervenir dessus. Parce qu'il va t'envoyer péter. Ouais. Et puis il est grand, ça c'est... Je vois. Après, c'est la question de la plainte occupationnelle, elle est intéressante. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça induit, le fait qu'il ne mâche pas? Là, il y a des problèmes de digestion. Ok. Mais après, toutes tes pistes occupationnelles, En même temps, il boit de l'eau. beaucoup d'eau et Ouais. du coup, il y a beaucoup d'eau dans son corps. C'est ce que vous avez Je dit. pense que de toute façon, le bolus alimentaire, il ne doit pas être très très homogène. Donc l'eau, ça peut aussi l'aider à faire passer Avec le les bloc. glissés. Bah oui, il fait glisser. Mais après, du coup, tu as aussi là toute ton intervention occupationnelle qui est intéressante. C'est-à-dire que là, au niveau de la proprioception, on est plus sur une intervention en rééducation sensorimotrice de la personne. Et là, tu as donné plein de pistes occupationnelles qui vont te permettre aussi d'avancer et de peut-être cadrer l'occupation afin qu'ils mettent de façon moins importante en bouche. Sur Instagram, s'il y en a d'autres qui sont arrivés en cours de route, vous pouvez poser des questions. On est sur la partie questions. Est-ce qu'il y en a d'autres ici? Ils sont déjà en mode apéro là. Ouais, c'est ça. Enfin, je vérifie parce qu'Amandine, des fois... Ouais, vas-y, vérifie. Écoute, là, je pense que... J'ai une question pratico-pratique. Oui. Qu'est-ce qu'on mange? Ouais. C'est quand l'apéro? S'il y a des parents qui sont on observe des difficultés, si on veut les orienter vers un ergothérapeute par exemple, ça doit passer par un médecin, ou on peut juste leur dire prenez contact avec telle personne. Non, ça doit passer par une prescription médicale. D'accord. Pour qu'on travaille sous prescription médicale. D'accord. Et du coup, quand le pédiatre il dit que ça sert à rien, Là, tu changes de pédiatre. Ça te met déjà un peu en tête. Et du coup, je ne veux pas mettre tous les pédiatres à dos non plus. On va aussi donner des données probantes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, c'est bon, tu vas supprimer. Non, c'est bon. On peut aussi donner des données probantes. L'efficacité et l'intervention de l'ergothérapie et avec des données probantes. Ça veut dire qu'on a des études qui mettent en avant que les ergothérapeutes vont améliorer le repas. D'accord? Donc moi, j'ai rien inventé. Vous tapez occupational therapist feeding disorder et vous allez avoir une biblio qui nous est notre guideline de comment accompagner les parents et les enfants où il y a des troubles de l'alimentation dans l'occupation. D'accord? Donc le fait de prescrire l'ergothérapie, c'est de prescrire un professionnel de santé qui a des données probantes et pour qui on va recommander depuis une 50aine d'années outre-Atlantique l'intervention pour les difficultés d'alimentation. J'avais une question, je voulais savoir quelle est vraiment la différence entre le travail du coup que vous faites en tant qu'ergothérapeute et le travail des orthophonistes. Alors je ne vais pas te parler de différence, parce que je vais te parler de mon métier. Moi, je vais analyser les difficultés occupationnelles, ils ne mangent pas, ils mangent peu, ils têtent mal, en évaluant la personne au niveau sensorimotrice. D'accord? Donc je vais faire un recueil d'anamnèse, comme font tous les professionnels de santé, je pense, comme font le kiné, comme font... Ensuite, je vais faire une évaluation sensorimotrice globale, sensorimotrice au niveau de la motricité fine, afin de savoir, au niveau des 8 modalités sensorielles, est-ce qu'on est sur un trouble de la modulation? Est-ce qu'on est sur un trouble de la discrimination? Est-ce que j'ai un trouble moteur qui va être dû à une hypotonie? Ou est-ce que j'ai un trouble moteur qui est dû à un problème de perception et de discrimination sensorielle? D'accord? Une fois que j'ai ça, j'ai effectivement le profil de ma personne et je vais pouvoir identifier ce qui dysfonctionne au niveau organique et sensorimoteur. Sachant que le sensoriel et le moteur, je ne peux pas trop le dissocier. D'accord? C'est quelque chose d'intriqué. Donc c'est toujours bon d'avoir une idée de comment fonctionnent nos 8 modalités sensorielles. Donc nous, on va partir de là. Ensuite, je vais évaluer l'environnement. D'accord? L'environnement, c'est avec quoi je mange, comment je mange, où je mange. Les attitudes aussi au niveau des parents. Est-ce que du coup je suis dans quelque chose qui va porter l'enfant? Est-ce que je suis dans quelque chose qui peut entraîner des comportements de défense?
tout l'environnement sensoriel. Quel est l'impact sensoriel sur ma discrimination sensorielle? C'est-à-dire que là, j'ai Instagram qui est en train de me filmer, j'ai la lumière du rétroprojecteur, je suis debout, je suis pas en train de m'effondrer. Donc, mon cerveau a des milliers d'informations sensorielles à traiter et il va prioriser, d'accord? Je vais pas tout d'un coup me dire et vous laisser comme ça, d'accord? Mon cerveau dit non, fais pas ça, reviens là, d'accord? Donc, mon environnement va aussi être facilitateur ou pas. Et donc, en tant qu'ergothérapeute, je vais faire un entretien occupationnel et motivationnel pour comprendre ce qui dysfonctionne dans l'occupation du repas. Et je vais essayer de classer les parents. Ils vont me dire, ben moi, le fait qu'ils bougent toutes les 2 minutes, c'est important pour moi. Je le mets sur une échelle de 8 sur 10 et j'aimerais vraiment que vous interveniez là-dessus. D'accord? Donc, je vais partir en fait de la plainte parentale occupationnelle et me dire, je vais débloquer 5 objectifs qui sont importants pour les parents. Voilà ce que fait un ergothérapeute. Après, mes collègues orthophonistes sont plus à même de dire ce qu'elles font et du coup de voir la différence. Mais en France, on a tendance à vouloir dire nous opposer. Sachez que les études montrent que la thérapie d'alimentation est d'autant plus efficace si elle est pluridisciplinaire. Ce qui est cité dans les études, c'est gastropédiatre, diététicien ou nutritionniste comme ils appellent, ergo et ou ortho. Donc, notre intervention se devrait d'être pluridisciplinaire. Notre système fait qu'on n'est pas forcément... C'est pas facile de le faire, d'accord? Parce qu'il y a des professionnels qui sont remboursés, d'autres qui ne sont pas remboursés. Et donc, du coup, ça fait des fois un accès aux soins qui est différent, d'accord? Mais en travaillant ensemble, on avance plus vite. Parce que forcément, qu'en tant que professionnel unique, moi, je ne vais pas tout voir. Et quand je discute avec mes collègues orthophonistes, avec qui j'ai l'habitude de former, on n'a jamais eu la chance de consulter ensemble. Mais si on consultait ensemble, malgré qu'on ait des miroirs et qu'elle est capable de faire ma partie comme je suis capable de faire sa partie, ce qu'on verrait, ça ne serait pas la même chose. Et ça serait d'une richesse incroyable pour les parents et pour l'enfant. Donc, c'est pour ça que ce regard et la complexité de l'alimentation, vous voyez bien que l'alimentation, ce n'est pas simplement là. D'accord? C'est le fait de pouvoir venir à table, de pouvoir rester à table, de pouvoir explorer les aliments, de pouvoir utiliser les mains et bien sûr de pouvoir mettre dans la bouche et manger. Et ça, il faut être une équipe pour être le plus efficace. Hein. Mais malheureusement, c'est dans un monde idéal. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué et qu'on a envie de dire mais qu'est-ce que tu fais toi et quelle est la différence avec moi? Mais si on cherchait notre complémentarité plutôt que notre différence. Et là, je pense que ça serait vraiment intéressant de travailler de cette façon. D'accord? Mais je ne dis pas que j'y arrive à 100%, parce que la complexité, elle est sociétale. Elle n'est pas forcément dans nos têtes à nous. Mais je pense que personne ne prend la place de personne, parce que tout le monde a sa place. D'accord? Et par exemple, avec une de copines d'orthophonie, je lui montre une vidéo, et je lui dis, bah, moi j'ai arrêté la thérapie, pas de plainte occupationnelle, il mange nickel. Elle me dit, non mais t'as vu sa façon de déglutir, c'est complètement nul, c'est dégueu. Je lui dis, mais moi je m'en fous, il mange de tout. Donc vous voyez, et c'est là où du coup, elle me dit, mais moi j'aurais continué. Je dis, mais moi il n'y a plus de plainte occupationnelle, il mange de tout, il prend plaisir, il mange à la cantine, il mange à la... Donc pourquoi je vais continuer? Mais toi, ouais, je vois l'intérêt que tu continues, mais pas moi. Vous voyez? Mais après, on peut avoir des champs qui sont comme ça. D'accord? Mais elle m'a dit, mais c'est dégueu, c'est pas possible. Je dis, bon, c'est fonctionnel, ma foi. D'accord? Mais d'où nos regards qui sont différents et nos interventions qui sont riches. C'est une belle façon de terminer, moi, je trouve. Ouais. Je pense que ça mérite des applaudissements, quand même. Merci, Marie.